On l'appelle parfois liste des rêves ou liste de vie. En anglais, c'est la bucket list, la liste de toutes les choses que l'on veut faire avant de mourir. Cette expression s'est popularisée en 2007 grâce au film Sans plus attendre avec Jack Nicholson et Morgan Freeman. Alors qu'ils n'ont plus que 6 mois à vivre, ils décident de réaliser tous les rêves qui leur restent. Elisa n'a pas de bucket list, mais elle a un rêve, dépasser ses peurs. Depuis qu'elle est toute petite, elle ne vit qu'à travers ses craintes, oppressée par ses angoisses. Pour vivre sans terreur, elle met en place des systèmes dans l'espoir de tout contrôler. Mais c'est finalement un coup de hasard qui va la libérer. Vous écoutez Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Astrid Verdun. Depuis que je suis petite, j'ai peur de vomir. C'est présent en moi depuis toujours. Par exemple, quand j'ai 6 ans et que ma sœur a 2 ans, elle me court après pour jouer de son côté. Et moi, si je cours, c'est pas parce que je veux jouer, c'est parce que je veux la fuir. Et je veux la fuir parce qu'elle est malade. Et je pense que si elle est malade, ça va me toucher aussi et que je vais vomir. Et c'est comme si je fuyais le grand méchant loup. C'est assez intense en moi. C'est une angoisse très, très profonde. Et à un moment donné, mon père me dit « Mais t'inquiète pas, ta sœur, elle est plus malade. Tu peux te laisser approcher. » Et là, ma sœur s'approche, elle me touche. Et le soir même, je me retrouve dans mon lit, un sentiment d'inconfort qui vient en moi. Je commence à avoir la gorge qui se serre, j'ai mal au ventre. Je suis sur le dos et je déglutis énormément. Je déglutis. Et je comprends que j'ai envie de vomir. Et je me rends compte qu'à chaque fois que ce sujet-là revient, la gastro, les nausées, le mal-être de quelqu'un au niveau du ventre, je me sens pas bien. Je suis dans un état presque de transe en fait. J'arrive pas à reprendre mes esprits. Et donc c'est à chaque fois pareil. Et plus je grandis, plus ça se précise. C'est d'abord au niveau de ma famille parce que forcément on est 4 frères et sœurs et ça me touche directement. Quand mes frères et sœurs sont malades, je vais écouter aux portes. Je regarde si ils restent pas trop longtemps aux toilettes parce que trop longtemps, ça veut dire peut-être malade, ça veut dire peut-être vomir. Je les regarde manger également, je regarde s'ils mangent pas trop vite, pas trop, s'ils se touchent pas le ventre parce que s'ils se touchent le ventre, peut-être que là, ils ont trop mangé, qu'ils sont en indigestion. Le soir, devant la télé, si ma mère, elle a le malheur de faire un geste, pareil, elle se touche le ventre, je lui demande si elle a mal au ventre et si elle a envie de vomir. Et c'est tous les soirs. Souvent, c'est même 3 fois par soir. Et au bout d'un moment, je me fais un petit peu rejeter. C'est bon, on a compris, Elisa, j'ai pas mal au ventre, lâche-moi. Et c'est comme ça toute mon enfance. Et au bout d'un moment, juste, ça agace le monde autour de moi. Et moi, ça me met encore plus mal parce que je me sens différente. J'ai l'impression que ça touche que moi et que je pourrais pas m'en sortir en fait. Je n'arrive pas à être bien. Tous les matins, c'est une question. Est-ce qu'aujourd'hui, je vais vomir ? Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un va être malade ? Et mon quotidien, il se déroule de la sorte. Comme je vois la vie avec une pellicule différente des autres, je dois mettre en place des rituels, des petites manies finalement. Je me lave de nombreuses fois les mains par jour. Dès que je touche un truc, j'ai le sentiment sur ma main qu'il y a de la saleté. Et vraiment, quand je me touche le bout des doigts, je le ressens. C'est comme s'il y avait des bactéries, des microbes, et j'ai l'urgence de devoir aller me laver les mains. Je vérifie la date de péremption des aliments. Parfois, je vais dans le frigo et je regarde si ça n'a pas été dépassé. Si ça approche la date, je peux pas le manger. Je préfère même mourir que vomir. C'est vraiment trop pour moi. Quand je pense à vomir, j'ai ce sentiment au milieu de la gorge, comme si j'allais m'étouffer. En fait, pour moi, mourir et vomir, c'est carrément la même chose, en fait. Les années passent et je suis toujours dans cette phobie. J'essaye d'aller bien, mais voilà, c'est des habitudes qui se sont mises en place et c'est comme si c'était naturel d'avoir ces rituels, d'avoir ces petites manies. Et puis, j'avance comme ça jusqu'en 2019. En 2019, j'ai 23 ans et je vais chez une psy. Et on en vient vite au sujet de la phobie. Je lui dis que j'ai très peur de vomir depuis longtemps, que ça me submerge et c'est compliqué de vivre avec. J'ai l'impression, honnêtement, de pas trop vivre certaines choses. Et en fait, on essaye de chercher d'où vient cette phobie. Quand j'avais 2 ans, je me suis étouffée avec un bonbon. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu respirer, donc le bonbon s'est coincé dans ma gorge. Et mon père, il m'a retournée.
Il m'a pris par les pieds, il m'a secouée très, très, très fort. J'ai vomi le bonbon. Il y a eu une atmosphère autour de moi. Il y avait ma marraine qui est tombée de peur. Elle hurlait parce que c'est elle qui m'avait donné le bonbon, donc elle s'en est voulu tout de suite. Mon père, quand il s'est jeté sur moi, j'ai senti, je pense, autour de moi une angoisse et je l'ai absorbée au final et j'ai développé cette phobie, donc l'hémétophobie. Il y a une autre chose, c'est que mon père, à partir de là, dès qu'il est devenu père, finalement, il est devenu très angoissé pour nous. Il nous disait toujours de faire attention à tout, pour les voyages, pour les amis, pour les maladies. Je porte les angoisses de mon père. En fait, on comprend que ce n'est pas moi, mais c'est une transmission doublée d'un traumatisme finalement. Et petit à petit, avec ma psychologue, on se rend compte que je ne sais pas qui je suis. Je suis formée d'angoisse et mon monde tourne autour de ça, mon quotidien est rempli par faire attention à ne pas tomber malade plutôt que de vivre, en fait, je ne vis pas. En 2020, il y a le Covid qui arrive. Alors c'est une période extrêmement traumatisante pour beaucoup de gens, mais alors pour moi c'est fou, mais c'est une libération parce que tout ce que j'ai fait toute ma vie, le monde entier fait pareil en fait. Ils font attention, ils se lavent beaucoup les mains, tout le monde se protège. Alors quand on est en confinement déjà, je suis, face à personne, juste à ma famille qui ne sort pas beaucoup donc forcément, elles sont pas malades quoi. Puis, à un moment donné, le monde reprend un petit peu normalement. Il y a plus trop de masques. Les gens se libèrent un petit peu aussi parce qu'ils se sont sentis, enfermés, ce que je peux comprendre. Mais moi, c'est pire. C'est pire qu'avant parce que c'est comme si j'avais mis, la maladie sous cloche et que j'ouvrais la cloche et que ça se diffusait encore plus qu'avant. Ça revient vers moi et cette, sérénité que j'ai ressentie en 2020, elle disparaît et je me sens, encore plus mal. En 2021, je termine mes études. Ça commence à être un petit peu le vide en moi parce que je me sens pas bien, je me terre dans mon appartement, je ne veux plus trop en sortir. Je prends un chat, je dois m'occuper de lui, je veux pas le laisser tout seul. Ça va être mon excuse pour ne pas sortir parce que c'est un petit peu honteux de dire, je ne sors pas parce que j'ai la phobie de vomir. Il y a pas grand monde qui comprend vraiment la puissance de cette phobie. C'est atroce, c'est profond et c'est irrationnel surtout. C'est qu'on ne peut pas lutter contre ça, on peut pas juste se dire: «Mais effectivement, c'est pas grave de vomir». Donc fin septembre 2021, je viens d'être diplômée d'un master communication et je me rends compte en cherchant du travail que c'est pas quelque chose qui m'anime. Je me rends compte que j'ai choisi ce métier pour m'isoler. Parce qu'on peut souvent travailler derrière un bureau en préparant la communication d'une entreprise. On est quand même pas mal, tranquille, ou en télétravail après la période Covid, donc c'est plutôt sympa pour moi et ça me protège. C'est comme une petite voix qui est dans ma tête et qui me pose mes limites, en fait. Et je fais d'énormes crises d'angoisse, ça me cloue sur place, en fait. La phobie m'a privée d'un vrai avenir, parce que moi, quand j'étais plus jeune, je voulais être médecin ou, enseignante. J'aime être auprès des autres, j'aime les aider, les accompagner et en fait, non. La phobie m'a dit: «Non, tu vas te mettre derrière un ordinateur, tu vas te protéger et ce sera comme ça tout au long de ta vie». Et en cherchant du travail, je me dis: «Je vais passer ma vie à faire un travail que je n'aime pas». Mais c'est pas moi qui décide, je suis comme le pantin de cette peur. Je vis comme une vieille dame, j'ai pas vraiment de vie sociale, je suis avec mon chat, je mets le même pyjama, des semaines et des semaines parce que je suis incapable de sortir de mes habitudes et de ce qui me fait du bien finalement. Alors un dimanche soir, comme tous les dimanches soirs, je décide de, me mettre un film assez tôt. J'ai mangé mon traditionnel plat de pâtes au pesto, parce que je sais que ça va pas me rendre malade, parce que le dimanche soir, c'est toujours un peu compliqué pour tout le monde, mais encore plus quand j'ai la phobie et que je me dis: «Demain, c'est un nouveau lundi et je vais encore devoir lutter contre tout ça». Et donc je suis sur une plateforme de streaming et je lance un film au hasard qu'on me propose, ça s'appelle, Falling in Love. C'est l'histoire d'une femme qui, gagne un hôtel en Nouvelle-Zélande, elle doit le rénover et elle décide de changer de vie. Elle arrive dans ce lieu, assez incroyable avec, une nature, des lacs, des montagnes, mais surtout une ambiance chaleureuse, bienveillante et elle trouve son chemin et tout va bien. Et je me regarde, c'est un petit peu là, je deviens comme le personnage principal, je me regarde de haut en bas, je vois ce pyjama délavé, moche. Je me vois là, à 25 ans, avec mon chat, un dimanche soir, j'ai rien fait du week-end, j'ai pleuré, j'ai fait une crise d'angoisse et je me dis: «Mais
Mais moi aussi, je veux changer de vie. Moi aussi, je veux partir à l'aventure. Alors c'est paradoxal parce que je peux pas sortir de chez moi sans faire une crise d'angoisse, mais en fait, ça se joue un peu comme ça dans ma tête, c'est tout ou rien. Donc là, j'enlève la couverture qui est sur mes jambes, je me déplace jusqu'à mon ordinateur, c'est pratique, je suis dans un studio, c'est à 2 pas. Je clique, sur internet, je mets, où partir, femme seule, voyage, 24 € parce que j'ai vraiment rien sur mon compte. Et là, bon, la Nouvelle-Zélande, c'est quand même 30 heures d'avion. Je me rends vite à l'évidence que malgré mon euphorie qui monte et ce cri d'espoir, parce que c'est vraiment de l'espoir, je peux pas partir en Nouvelle-Zélande, c'est pas possible. Mais je sens qu'il y a une lumière au bout du tunnel. C'est comme un effet papillon en fait, c'est un film un peu hasardeux qui vient me faire un déclic. Donc je m'endors sur ça et je fais des rêves. Dans ces rêves, voilà, c'est un petit peu loufoque, mais je marche, sur des énormes lacs, je vole, je suis vers des lagons bleus et je me réveille très tôt, à 6 heures du matin, alors que c'est pas dans mes habitudes et je décide de rechercher à nouveau, un petit peu plus précisément, un pays, une destination et donc vu que j'ai rêvé d'un lac, je tape, lac, ouverture, d'esprit, pays, voilà, je tape tout ça et je tombe très rapidement sur un article sur le Québec. J'apprends à ce moment-là que c'est le pays où il y a le plus de lacs au monde. Je trouve ça chouette, un petit clin d'œil aussi au rêve que je viens de faire. J'aime bien les signes, donc voilà, je me lance un petit peu dedans et donc je réfléchis. Mon frère, il avait voulu partir, là-bas, il y a quelques années et je me suis dit: «Mais qui veut partir dans un pays, notamment au Québec, où, la neige, c'est l'habitant bis, quoi?» Moi, il faut savoir que j'aime pas beaucoup la neige parce que la neige arrive l'hiver et l'hiver, la phobie, elle est vraiment, exacerbée parce que c'est à ce moment-là qu'il y a le plus de gastro recensés et ça monte en moi petit à petit et je me dis, «Je devrais partir au Québec parce que je vais, pas simplement partir à l'aventure, je vais partir au Québec pour lutter contre mon hémétophobie». Ce qui est important aussi au-delà de lutter contre mes peurs, c'est d'apprendre à me connaître parce que je sais pas vraiment qui je suis, je sais pas si j'aime sortir, je sais pas ce que j'aime manger, je sais pas, où est-ce que je me verrai plus tard. En fait, je sais rien. Je ne sais pas qui je suis. Donc à ce moment-là, je sais pas trop comment faire pour, partir au Canada et mon frère qui est déjà parti, en Australie, connaît un petit peu toutes les démarches pour faire, un PVT, donc un permis vacances-travail. Donc c'est ce visa-là que je vais demander. Il m'accompagne et on apprend très rapidement que par rapport aux autres pays, c'est très différent au Canada, c'est qu'il y a un tirage au sort. On s'inscrit et on est dans ce qu'on appelle des bassins et en fait, on doit attendre. Moi, je postule directement parce que mon anxiété ne me laisse jamais la place de patienter. Je dois tout de suite postuler, je dois tout de suite changer de vie, sinon je pèse le pour et le contre et ça ne marche pas, le contre, l'emporte toujours parce que j'ai trop peur. Et donc on est, fin novembre et les bassins, se vident, fin décembre. Donc il me reste 1 mois pour être tirée au sort. J'attends et la déception s'installe. Parce que fin décembre, j'ai pas été tirée au sort. L'anxiété gagne, elle prend le dessus, l'hémétophobie aussi. Elles se donnent la main et elles me disent: «Bah, ce sera pas pour toi et ce sera sûrement jamais pour toi parce que c'est comme si j'avais raté le train et qu'il repasserait jamais». Et j'abandonne le projet. Début 2022, je trouve un CDI en tant que responsable communication dans une petite entreprise, c'est chouette, il y a pas mal de responsabilités, ça pourrait m'aider, me dire que j'ai une place dans ce monde, parce que j'en doute, souvent. Mais je suis pas très bien. Je continue d'aller voir ma psychologue, c'est important, je prends soin de ma santé mentale. C'est tout ce qui me reste finalement, d'essayer d'aller un petit peu mieux, d'aller lui dire que, bah, aujourd'hui j'ai une victoire, j'ai réussi à manger, mon plat de la veille, de ne pas gaspiller. Et puis, les mois se passent comme ça jusqu'au 7 mars 2022. Le 7 mars 2022, je vais chez ma psychologue et donc je suis dans la salle d'attente et j'entends au loin, la patiente qui me précède, dire au revoir, à ma thérapeute et elle lui dit, «À bientôt, à l'année prochaine» et ma thérapeute lui répond, «Bah, je vous souhaite de faire un bon voyage, passez une belle année». Et je me dis: «Mais je devrais être à sa place. C'est à moi qu'elle devrait dire, bon voyage, à l'année prochaine, je devrais être encore dans ce projet mais j'ai abandonné». Et je m'en veux, je suis intolérante envers moi-même. Je me dis que j'ai pas été assez, tenace, que j'ai pas tenu mes engagements, mes envies, mon espoir. Et puis, bah, ça passe un petit peu comme ça. Je vais à ma séance, je lui parle, du quotidien, de la difficulté, du stress, des angoisses et de la vie qui se répète et puis je rentre chez moi. J'y repense et je me dis que c'est une coïncidence qui me plaît pas. J'avais pas envie d'entendre ça.
Et en plus, on est lundi. Et les lundis, c'est les tirages au sort. Donc, je rentre chez moi et je vais sur Facebook. Et je me suis jamais enlevée des pages Facebook qui s'appellent Entraide PVTiste pour partir au Canada. Et il y a un rituel tous les lundis, quand il y a des personnes qui sont tirées au sort, ils mettent un post. Depuis combien de temps ils attendent, parce que parfois c'est 4, 5 ans, parfois c'est 2 mois, mais ça peut être très très long en fait. Il y a des gens qui veulent partir depuis des années. Et puis je regarde un petit peu avec cet œil presque toxique en fait, je suis jalouse. J'ai envie d'être à leur place. Donc je me dis, moi aussi je vais enfiler leur costume de personnes qui ont encore de l'espoir. Et donc je fais un petit peu le chemin qu'ils font tous les lundis soirs. J'ouvre ma boîte mail, j'attends un petit peu que ça mouline, je regarde le ciel, les oiseaux voler, et là mes yeux se réorientent vers mon ordinateur et je vois un mail du gouvernement canadien. Et je me dis que c'est pas possible, parce que je ne me suis jamais réinscrite. Ça ne se fait pas. D'habitude, on n'est pas tiré au sort l'année d'après. Les bassins se vident, ça c'est une certitude. Et il existe parfois des mails fantômes. Donc je me dis, bon, c'est un mail fantôme, mais je clique quand même. Je vois la phrase s'afficher, félicitations, vous êtes tiré au sort, vous êtes invité à partir au Canada. J'arrive vraiment pas à y croire. Mon souffle est coupé, mais de la bonne manière cette fois. C'est pas une crise d'angoisse, c'est une crise de joie en fait. Je mets mon ordinateur sur le côté, je saute de joie, je fais une story pour mes amis pour qu'ils voient que je suis tirée au sort, parce que c'est évident que je vais partir, il n'y a pas aucun doute. Vraiment, je suis très très heureuse. Et quand l'euphorie retombe, je me dis, mais comment c'est possible? Je me suis pas réinscrite quoi. Et je vais me renseigner un peu sur internet. Et suite au Covid, il n'y a pas assez de personnes en France qui sont parties au Canada. Donc en fait, toutes les personnes qui sont inscrites en 2021 n'ont pas été retirées du bassin. Et c'est la seule année où c'est arrivé en fait. Là, je me dis, la vie a joué sa partition derrière mon dos. Elle a peut-être attendu que j'aille un petit peu plus chez la psy, que je sois prête. Ça se trouve, j'aurais pas été prête 2 mois avant. Et là, c'est évident. Je vais partir. Et maintenant, il faut se préparer. Donc à partir de là, tout se met en place. Je dois dire à tout le monde que je pars. Il y a certains amis qui sont étonnés de ce que je vais faire, parce qu'ils se disent, t'as peur de tout, mais c'est génial quoi. Ma mère, elle est contente, elle est pas très émotive, donc elle me dit simplement que ça va être chouette et qu'elle va garder mon chat, parce qu'il faut pas l'oublier. Et là, j'appelle mon père. Et là, il y a un blanc, je sens un petit peu mon père tomber des nues, parce que je suis sa fille qui lui ressemble le plus. Je suis une grosse angoissée comme lui, et j'ai toujours fait attention dans ma vie, ça l'a beaucoup rassurée. Et là, c'est l'angoisse qui lui pique le combiné finalement. Mais non, tu vas pas partir, n'importe quoi, tu sais pas te débrouiller toute seule, c'est pas possible, t'es incapable. Il me répète des choses que je me dis tous les jours. Donc il vient appuyer ce que je pense de moi depuis toutes ces années. Ça enlève ma joie. J'ai l'impression de ne plus être aussi contente de partir. Et il continue. Il me dit que là-bas, il n'y a pas la sécurité sociale, que je vais pas pouvoir me faire soigner, que je suis tout le temps malade, que la neige, elle est là 12 mois dans l'année, que les Québécois vivent sous terre, que j'aurai pas d'appartement, que je ne saurais pas me débrouiller toute seule. Et ça dure 54 minutes. Je subis toutes ces minutes et ces reproches finalement. Et je commence à un petit peu moins croire en ce projet. Mais je raccroche et je décide quand même de continuer, parce que elle ne m'aura pas, l'angoisse, et mon père non plus ne m'aura pas. Et en fait, je suis en train de faire une corrélation entre mon père et cette angoisse. C'est comme si l'angoisse avait une forme, et c'est celle de mon père, parce que finalement, en disant « si papa, je vais partir », en appuyant mon indépendance, je l'appuie face à mon anxiété en fait. On est début avril 2022. Et je décide de partir à peu près 7 mois après, donc en octobre 2022. Ça me laisse le temps de m'organiser. Mon père essaye toujours de me dissuader de partir. Il m'appelle souvent et il me supplie parfois de rester, parce qu'il a très très peur. Et plus je lui dis non, plus c'est facile. Et à un moment donné, on est en juin 2022 et on part en vacances avec mon père, et il commence à me reparler du Canada, et je lui dis « c'est bon, arrête de me parler de ça, j'en ai marre ». Et il s'excuse. Il me dit qu'en fait, il voit tout ce que je fais pour partir, et il sait pas que je pars pour lutter contre mon anxiété, mais il est fier de moi. Et là, je me dis, ok, il a fait son petit chemin et je peux partir tranquille, tout va bien avec mon père, et il va pas m'abandonner, quoi. Il va suivre ce projet. Le 8 octobre 2022, c'est le jour de mon départ. Je l'ai préparé pendant des mois. Ma famille était avec moi, on essaye de rire ensemble, de discuter de ce qui va se passer, mais il y a un moment de flottement entre le réveil et le départ qui est un petit peu étrange. Je me regarde dans le miroir, je me reconnais pas.
qui est cette fille qui va partir à 5000 kilomètres alors qu'elle ne pouvait pas sortir de chez elle 8 mois avant, quoi. Je me remets pas en question d'une manière négative, je me dis juste ok, c'est chouette, c'est le début de quelque chose. Ma mère pleure un peu, mon frère est avec moi, il est fier, et je pense qu'il se remémore un petit peu son départ. Il y a ma meilleure amie, il y a mon père. Tout le monde était à l'aéroport et c'est difficile de me laisser partir, même moi j'ai du mal à tourner les talons. Mais je m'en vais, la tête haute, et je laisse derrière moi une vie, et je n'abandonne pas, mais je vais vers ma destinée. Et donc je prends l'avion, je m'installe dans cet habitacle fermé, donc c'est la première étape pour moi. C'est très compliqué en tant qu'hémétophobe de savoir que je vais être à côté de plein de personnes pendant 8 heures sans pouvoir ouvrir la fenêtre, quoi. Je mets un masque qu'on mettait pendant le Covid. J'ai un peu honte de devoir le faire, mais je le fais pour me protéger. Et à un moment donné, je décide de sortir un carnet spécial Canada et de noter tout ce que je n'ai jamais fait dans ma vie à cause de la peur. C'est des choses très très simples. Et justement, c'est un petit peu triste parce que c'est souvent des choses qu'on fait à l'adolescence. Donc je commence cette liste, je mets être en colocation, faire un festival, aller dans un parc d'attractions, prendre une cuite. Simplement, j'ai jamais pris une cuite parce que j'avais peur de vomir finalement. Arrêter de tout contrôler, partir en week-end avec des inconnus. Voilà, c'est des petites choses comme ça, c'est une base. Et c'est un peu le début de mon histoire. Je vais devoir cocher des cases. Donc voilà, je pars comme ça au Canada avec cette liste en tête, en poche et dans mon cœur. Donc 8 heures d'avion se passent, plutôt bien. Et je me précipite dehors pour sentir le vent canadien sur mes joues. J'ai l'impression de sortir de prison finalement. Je m'octroie une vie dans un nouveau pays, sur un nouveau continent. Je m'imprègne de toutes ces découvertes. Je vois les gros panneaux verts, typiquement américains. Je vois les pick-up trucks. Au loin, s'offre à moi la ville de Montréal. J'ai l'impression que c'est New York. Je fais un petit peu une comparaison parce que c'est des grands buildings, quoi. Je suis émerveillée, en fait. Il se passe encore rien, mais je suis émerveillée. J'ai trouvé un appart en colocation pour quelque temps, histoire de m'implanter, trouver un travail et une vie un petit peu plus durable, quoi, un appartement. Et donc, je tire mes 3 valises dans cet appartement et quand j'ouvre la porte, il y a un petit peu l'euphorie qui redescend. Ma coloc, elle est pas là. Je commence à me sentir un petit peu mal, parce que forcément, c'est des pics d'anxiété qui reviennent et qu'on ne contrôle pas. Elle est pas vraiment docile, l'anxiété. Et par contre, je suis toute seule à ce moment-là. Là, vraiment, il faut que je compte simplement sur moi. J'essaye de trouver des choses à faire pour être moins triste. Je lis des lettres qu'on m'a données. J'essaie de manger, j'essaie de me rassurer, mais elle m'attrape quand même. Et je m'endors avec la boule au ventre. Et la question suivante, qu'est-ce que je fais au Canada ? Petit à petit, je prends mes marques, je visite Montréal. La vie, tout doucement, remplace la peur. Je découvre que pour être bien, il faut juste tester des nouvelles choses. Le temps passe et je me sens vraiment comme dans une lune de miel. Et à un moment donné, je commence à me dire qu'il faut que je coche ma liste. Début décembre, je me mets en colocation avec une inconnue. C'est un gros step pour moi parce que je vais devoir au quotidien être avec quelqu'un que je ne connais pas et dont je connais pas les habitudes. Je ne sais pas si elle mange des produits périmés. Je ne sais pas si elle se lave bien les mains. Si elle prend soin de sa santé, si elle vomit souvent. Bon, je me dis, ok, il faut y aller et il faut que je m'habitue. Donc au début, c'est très inconfortable parce que mon appartement en France, ça a toujours été ma safe place. Je regarde un petit peu si elle va pas bien, si elle sort trop. Je me rends compte que c'est beaucoup trop pour moi, quoi. C'est étouffant. Je peux pas contrôler, je peux pas voir ce qu'elle fait. Parfois, elle mange des trucs, je suis absolument terrifiée. Elle mange un saumon qui est passé de date depuis une semaine et puis je me dis heureusement que les toilettes sont pas à côté de ma chambre parce que sinon peut-être que je l'entendrais si elle vomit. C'est horrible en fait, mais j'essaye de remplacer cette peur chez moi en sortant souvent avec mes amis en fait. Je fais tout pour éviter de penser à ce qui se passe à la maison. Donc au début, je suis un petit peu dans l'évitement. Et je l'évite aussi elle. Je vais dans ma chambre et je m'enferme totalement. Elle doit pas vraiment comprendre qui je suis parce que tantôt je suis solaire, gentille et drôle. Et parfois, je m'enferme dans ma chambre et je ne parle pas pendant des jours, quoi. Parce que c'est juste mon hémétophobie, mon anxiété qui vient de me dire « Ok, là c'était trop, tu dois t'enfermer, tu dois
t'isoler, peut-être que ça va être compliqué, là, elle va être malade, c'est début décembre, la neige va arriver. Enfin, c'est vraiment, c'est compliqué, quoi. J'ai comme des chuchotements dans la tête, je me dis: «Waouh, c'est très, très dur». Petit à petit, on s'habitue, comme j'aime dire, on s'habitue toujours à tout. On prend ce qui est positif et ce qui est positif avec, cette colocation, c'est que je me fais une amie, très rapidement et je suis plus toute seule. Oui, j'ai des amis qui sont à l'extérieur, mais aussi j'ai une amie à l'intérieur qui devient comme ma sœur, finalement. Je lui confie pas tout de suite ma phobie, mais elle sait que je suis un petit peu compliquée au niveau de la nourriture. Le quotidien de lutter contre ces peurs, c'est compliqué. Il y a un fond de stress qui est toujours là, mais je n'ai plus autant de crises d'angoisse. Des fortes, des explosives, celles qui viennent me clouer au sol et qui viennent m'empêcher de vivre, en fait. 1 an avant, je pouvais faire, 2 crises d'angoisse par semaine et là, on est, en 2 mois à 3 crises d'angoisse, fulgurantes, quoi. On arrive à la mi-décembre, forcément les choses se tassent, les découvertes, sont un petit peu moins, folles. Je commence à m'habituer à ma vie, j'ai une routine, des amis, un travail et j'ai, une lassitude, au fond de mon ventre, je suis contente mais je suis pas vraiment heureuse, puis on est à la mi-décembre, ce qui veut dire, hiver, neige, maladie potentielle, même si je suis au Canada et que j'essaye de lutter, c'est là. C'est pas derrière moi encore, donc forcément, j'ai peur, ça arrive quoi. C'est le mal qui arrive, c'est la gastro, c'est les gens malades qui peuvent me refiler, ma coloc peut-être qui va vomir, donc c'est compliqué. Et puis, un matin, je vois, à travers mes rideaux, vraiment un paysage éclatant comme si, le ciel était blanc quoi. Et en fait, je me précipite à ma fenêtre, j'ouvre mon rideau et je vois qu'il a neigé pendant la nuit, mais une neige de 20-30 centimètres, un truc que j'ai jamais vu, en ville quoi, à part quand on va au ski, on le voit, mais en ville, on le voit pas. Donc j'appelle ma coloc et on rigole ensemble, on déneige un petit peu le devant et je suis super contente, je suis excitée, c'est la neige qui réveille un petit peu l'euphorie en moi qui s'était évanouie donc comme une enfant, ça me ramène à des souvenirs, quand j'étais petite, on allait à Chamonix tous les hivers. J'ai un souvenir éclatant et je me dis: «C'est pas moi qui ai peur de la neige, c'est l'anxiété» et c'est là que j'apprends à me connaître, en fait. Je peux éloigner, cette idée. Je n'ai pas peur de la neige. J'aime la neige et je vais, me ruer dans la neige avec mes amis et ce moment-là, il vient, se basculer dans mon esprit. Je me rends compte que c'est que des pensées limitantes, en fait. C'est des associations de peur qui font que je vais pas faire certaines choses. En fait, la neige, ça peut être beau si on décide de la voir, d'une bonne manière, finalement. Les périodes de fêtes de fin d'année ont toujours été compliquées pour moi, parce que c'est beaucoup de monde qui se rassemble et j'étais dans beaucoup d'angoisse en étant plus jeune. Je préférais même m'enfermer dans ma chambre et ne pas vivre, Noël, même quand je croyais au Père Noël, hein. Et en étant loin, je me rends compte que, ma famille me manque et que j'aimerais vivre ces moments avec eux, en fait. C'est fou de se dire que l'anxiété me prive de moments de bonheur parce que j'adore les gens, j'adore, échanger avec eux, rire, et juste vivre tout simplement. J'en ai marre d'être privée par, l'hémétophobie et c'est dur. C'est quand même dur d'être loin et même si je suis tranquille, parce que je ne serai pas face à des personnes qui vont potentiellement vomir, je suis pas tranquille au fond de moi parce que, ben, je suis toute seule. Donc je passe, le 24 décembre et le 25 décembre, toute seule. Quelque temps après, j'ai un ami qui m'envoie un message, un ancien ami d'université. Il me dit: «Écoute, moi je vais partir en chalet avec plein d'amis. Est-ce que ça te dit de venir? Il nous reste une place». Alors sur le coup, il y a la Elisa euphorique qui dit: bien sûr que je veux venir, j'ai rien de prévu, let's go». Et en fait, après, bah, l'anxiété, elle revient en force au devant de la scène et elle me dit: «Qu'est-ce que tu fais là?» Je me rends compte que pendant 4 jours, je vais être enfermée avec des personnes que je ne connais pas. Je vais manger ce qu'ils vont acheter parce que c'est eux qui s'occupent des courses. Je vais dormir avec potentiellement des inconnus. Je fais une immense crise d'angoisse. Je me rends compte quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de chemin à faire, que je pensais que le Graal, c'était de partir au Canada, mais en fait, c'est que le début de ma guérison, en fait, et que être face comme une thérapie d'exposition à mes peurs, c'est ça qui va faire en sorte que je vais mieux. Le jour J, on part, on est 4 dans une voiture, donc on part pour, fêter le nouvel an tous ensemble et je rencontre, donc 2 personnes que je ne connais pas parce que la troisième c'est, mon amie d'université
On remplace la peur par des moments de vie. C'est comme si on dupait un peu mon cerveau, on le fait penser à autre chose en fait. Donc ça se passe plutôt bien. Et sur la route, on décide de s'arrêter dans une campagne québécoise pour aller chercher des feux d'artifice pour vraiment fêter le jour de l'an comme il se doit. Et on arrive péniblement à trouver la porte d'entrée, puis on voit ce grand monsieur de peut-être 2 mètres qui nous emmène dans son garage qui est rempli de feux d'artifice, enfin, de trucs en tout genre pour vraiment faire comme un 14 juillet, quoi. Et voilà, on choisit 2-3 petites choses et on lui pose des questions. On lui dit: «Beh, est-ce que c'est dangereux quand même?» Parce que nous, on a peur, on n'a jamais fait. Il nous dit: «Bah non, il y a pas de souci, vous inquiétez pas, il y a vraiment aucun problème, c'est safe». Et il nous tend un feu d'artifice et on voit qu'il lui manque 2 doigts, quoi, finalement. Et on finit par aller dans la voiture et on rigole, on en pleure, on se dit: «Mais en fait, ça se trouve, il s'est juste, coupé les doigts à cause du bois, mais nous, on pense que, il s'est fait péter les doigts à cause des feux d'artifice» et en fait, ça détend l'atmosphère encore plus. Là, je me dis: «C'est comme un petit papier de souvenirs que je mets dans ma mémoire à long terme». C'est un souvenir merveilleux et qui lance, le week-end, parfaitement, finalement. Quand j'arrive au chalet, je retrouve, toutes les autres personnes, donc on est une quinzaine et on me montre ma chambre, on me dit avec qui je vais dormir, donc ce sera avec la fille avec qui j'étais dans la voiture, ça me rassure. Je suis pas à côté des toilettes, ça me rassure. C'est des petites choses importantes pour moi, que personne ne remarque, mais voilà, c'est à l'intérieur, ça me fait du bien et puis, les choses se passent bien, on joue au beer pong, on se découvre les uns les autres et puis, bah, arrive le premier repas. Et à un moment donné, il y a un ami qui me dit, «Mais au fait Elisa, on m'a dit que tu étais végétarienne, depuis quand tu l'es en fait?» Et là je me rends compte que j'ai menti, que j'ai dit à celle qui organisait le chalet que j'étais végétarienne. Parce qu'en fait, il est hors de question pour moi de manger de la viande qui a potentiellement mal été, réfrigérée, qui a été achetée dans une épicerie, qui était pas, vraiment bien, notée. Enfin, c'est des choses qui m'échappent. Mais là, ma manière à moi de rattraper, c'est de dire que je suis végétarienne. Je dis: «Ah oui, oui, effectivement, je suis végétarienne, je préfère avoir, les animaux dans le jardin plutôt que dans mon assiette». Enfin voilà, je sauve un peu les meubles. Donc du coup, avec le repas principal, il y a de la salade. Le saladier se passe de main en main. Tout le monde plonge, ses doigts dedans, la tripote et moi je la regarde au loin, j'avais très envie de salade, mais ça m'a fait renoncer directement parce que moi je sais pas si, mon voisin de gauche il s'est lavé les mains, si, celle de droite elle s'est pas touché les cheveux juste avant. Donc bah, dommage, je vais manger des mac and cheese et je vais me contenter de ça. Et en fait, c'est souvent comme ça et je me dis: «Bon, bah, c'est pas grave, je me protège et les choses qui ont été touchées par les autres, je ne les mange pas». C'est un week-end, vraiment génial. Je découvre des nouvelles personnes qui vont, devenir mes amies. Mais il y a des moments où je dois m'isoler, notamment à un moment où, ils veulent faire un mojito, mais ils se sont trompés, ils ont pas pris de la menthe, ils ont pris de la coriandre. Mais ils décident quand même de faire, le cocktail parce que ça les amuse. Et à ce moment-là, j'imagine un mélange explosif dans leur, ventre et j'imagine que tout le monde va vomir, que ça va être, catastrophique. Voilà, j'ai des pensées, horribles qui me viennent en tête et je dois aller m'isoler, faire les 400 pas, et ça va mieux. Je suis heureuse et je passe un des meilleurs week-ends de ma vie et je coche cette fameuse case et c'est fou parce que dans cette case, il y a tellement d'autres choses qu'une seule case, quoi. C'est, dormir avec une inconnue, manger avec des inconnus, ne pas contrôler la nourriture. Donc je rentre, de ce week-end, fabuleux, je suis, pleine de joie et ça me fait vraiment du bien de vivre ces moments-là. Fin janvier, j'ai besoin de soleil. Je retrouve mon frère qui vient de France et moi je pars de Montréal pour, aller à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe finalement. Et quand j'arrive, l'air est chaud, je sens le soleil sur ma peau, ça me fait vraiment du bien. J'ai l'impression de me faire un cadeau et donc on fait du surf, on mange des acras de morue, sans appréhension. Je demande même pas, si, le restaurant est bien noté et voilà, on passe une semaine, absolument géniale et on arrive, le dernier jour de cette aventure et on va au marché, pour, chercher des cadeaux à notre famille, notamment à notre mère. Rien nous inspire et puis là, on se retrouve, étrangement devant un stand de pierres précieuses, de sauge, de cartes d'oracle, et le vendeur nous interpelle et il nous dit, «Vous savez que vous êtes pas là par hasard». Mon frère le regarde, il dit: «Bah oui, on n'est pas là par hasard, on cherche un cadeau à notre mère». Et il dit ça et il dit: «Non, je vous ai vu passer plusieurs fois et si vous êtes revenu, c'est le destin qui vous a emmené à moi, quoi». Donc il se présente, il nous dit qu'il s'appelle Franck, qu'il est messager des êtres suprêmes et a un message pour nous. Et donc il parle un petit peu à mon frère, il lui dit deux trois choses qui nous clouent un peu au sol et ensuite il me regarde et je sens, mon corps se glacer, pourtant il fait 30 degrés dehors et il me dit: «Toi, t'es en colère. Je le vois au niveau de ta gorge, il y a tout qui vient être étouffant pour toi
et t'arrives plus à faire face. C'est intense pour moi d'entendre ça de quelqu'un que je ne connais pas parce que souvent, je fais en sorte d'être une personne joyeuse, joviale, avec le sourire et je dupe quand même pas mal de personnes et lui, il n'a pas été dupé. Donc là, il reprend parce que j'ai vraiment la bouche sèche et je sais pas quoi lui dire. Et il me dit, tu sais, tes angoisses, elles ne t'appartiennent pas, c'est des transmissions d'âmes passées et tu peux t'en débarrasser, c'est pas à toi, t'as besoin de te libérer. Libère-toi, c'est important. Il le répète, libère-toi, 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 tes angoisses, c'est pas toi, tu dois prendre soin de toi. Et moi, je tressaille, mon frère aussi regarde par terre et on vit un moment, on sent qu'on vit un moment important en fait. Et surtout, les voyants, les messagers, tout ça, on n'a pas trop l'habitude d'en voir aussi spontanément. Et il me propose 2 exercices de libération, il appelle ça comme ça. Donc le premier, c'est d'aller dans la mer, pieds nus, et de crier mon angoisse, de vraiment l'offrir à la nature. Donc ça, j'ai pas le temps de le faire. Mais la deuxième chose, c'est d'écrire sur des petits papiers tout ce qui me fait peur, tout ce qui me retient et tout ce qui m'angoisse, et de les jeter aux toilettes. Voilà. Il me dit ça, je trouve ça un peu loufoque. Mon frère, il me dit « Ouais, tu vas jamais le faire ?» Je dis « Si, t'inquiète, je vais le faire. » Et il me dit « Je vais jamais t'oublier, m'oublie pas non plus. » Et je garde ça en tête et on termine le voyage en Guadeloupe et j'ai hâte de rentrer à Montréal pour le faire dans mon espace, à moi, chez moi. J'ai pas envie de le faire en voyage. Donc voilà, j'attends. Je rentre à Montréal. Et donc je suis à Montréal avec ma colocataire. On trouve toujours des petits moments pour se raconter nos vies, surtout quand on rentre de vacances. Donc on est ensemble. Il y a une tempête de neige dehors, donc c'est le moment de faire des petits dessins. On peint un petit peu toutes les deux et à un moment donné, je lui raconte ce qui s'est passé avec Franck. Et je lui dis je crois que je vais écrire ces fameux mots. Donc voilà, je prends des petits papiers, j'écris absolument tout. Je parle de mes angoisses, je parle de mon père. Je parle du fait que petite, je me sentais pas assez écoutée au niveau de mes émotions. J'avais besoin qu'on m'accompagne, qu'on me donne la main et qu'on me dise tout va bien aller, c'est pas grave, on comprend. Tout ça, je l'écris sur des petits papiers. Et là, je me retrouve devant les toilettes avec tous ces petits papiers en main. J'ai un peu les mains moites. Plus j'avance vers les toilettes, plus je me sens mal. Et là, je me tiens devant cette cuvette ouverte et je commence à un peu défaillir. Je sue, j'ai chaud, j'ai le cœur qui commence à battre très très vite. Et je comprends pas tout de suite, mais après quelques secondes, je sais pourquoi je me sens mal, parce que c'est une position qui me terrifie. C'est-à-dire que quand on est devant les toilettes, souvent, si on se baisse vers les toilettes, c'est que potentiellement on a envie de vomir. C'est une position qui s'y prête, en fait. Et là, avec ces mots dans mes mains, je me rends compte que je dois vomir mes problèmes. Je dois vomir tout ce qui m'étouffe, finalement. Et là, je serre ces papiers et je mets un temps, je ferme les yeux. C'est difficile pour moi, mais je les lâche. C'est encore une étape vers le lâcher-prise. J'ai vomi, quelque part, mes mots, MAUX. Ça fait déjà quelques mois que je suis à Montréal et je me suis fait des amis, évidemment, au chalet et au début de mon aventure. Et je me rapproche d'eux et on se confie. Et on arrive à se dire de quoi on a peur. J'ai une amie qui a une anxiété de performance. Elle veut toujours tout faire bien, sinon elle sent qu'elle n'est pas parfaite. J'ai un ami qui a la phobie de l'étouffement. Il mange très doucement et on l'a remarqué tous quand on mangeait dans les appartements, qu'on partageait un moment. J'ai une autre amie qui est comme maniaque du contrôle, mais elle a vraiment besoin que tout soit ordonné parce que sinon, dans sa tête, ça se passe mal, quoi. Elle se sent mal, elle se sent dépassée. Et petit à petit, je libère un petit peu ma parole et c'est parce que je suis entourée de personnes bienveillantes, en fait. Dans mes rencontres, je pensais que j'allais me débrouiller toute seule et ils m'accompagnent dans ce chemin, en fait. Ils sont bienveillants et c'est aussi, l'oreille attentive dont j'avais besoin quand j'étais petite et je le trouve avec des personnes que je connais depuis 2 mois, quoi. Et donc quand on met en avant nos vulnérabilités, ça amène les autres aussi à le faire. On se confie et en fait, on débloque ces peurs-là et on en fait moins une histoire, en fait. C'est positif pour moi de voir que je suis pas seule. Je rencontre même une personne hémétophobe. Je dis mais toi aussi t'es hémétophobe, comment ça se passe pour toi? Et je me rends compte de tous ces rituels qu'elle aussi a mis en place. Et se sentir entourée, ça fait du bien et ça m'accompagne dans cette lutte finalement, c'est primordial. Le temps passe et ça devient un petit peu plus naturel de dépasser mes peurs. Même si parfois, ça se présente à moi et je refuse. Et je suis tolérante avec ça, c'est pas un pas en arrière, c'est juste, prendre soin de soi et avancer doucement face à la tempête, quoi.
Je coche quand même, toutes les cases de ma liste. Donc, je fais un premier festival. J'ai très peur des festivals parce qu'il y a du monde, que je peux pas gérer l'alcool, que voilà, tout ce que je répète tout le temps et je passe un moment exceptionnel. Je me rends compte que j'adore les festivals, que la musique, me remplit de bonheur. Tant que j'ai le contrôle et que je fais attention, tout se passe bien en fait. La musique coule dans mes veines, je danse jusqu'au bout de la nuit, je fais ça tout l'été et c'est une révélation pour moi. Je me dis: «OK, je sais ce que j'aime les festivals». En juillet 2023, avec tous mes amis, on part, à Los Angeles. Je fais une petite crise d'angoisse avant de partir parce que c'est compliqué encore de prendre l'avion, mais je suis accompagnée de mes amis cette fois et comme je peux leur dire, mes vulnérabilités, ils m'accompagnent et on fait, un parc d'attractions. On va à Universal Studios, donc je fais pas les choses à moitié pour le tout premier parc d'attractions et je fais toutes les activités avec mes amis. J'ai trop mis de côté, des moments comme ça où non, bah, non, je vais pas venir avec vous à ce parc d'attractions parce que j'ai peur de vomir. Non, là, j'y vais et je m'en fiche de ce qui va se passer et je me dis une phrase qui est super importante pour la suite, c'est: «Et si je vomis, ça fait quoi? Et alors?» Et c'est la toute première fois dans ma vie que j'arrive à me dire ça parce que le plus important à ce moment-là, c'est de, se créer des souvenirs, de vivre les instants. Vomir, ce sera une anecdote. Durant toute cette année, il y a des cases implicites qui se cochent aussi. Je découvre mon style vestimentaire, je découvre que j'aime les femmes, je découvre plein de petites choses qui font que, je développe ma personnalité, en fait. Ça, c'était des cases que j'avais pas imaginées et c'est ça le beau de la vie, c'est qu'en fait, en essayant, on trouve des choses qui étaient pas évidentes au début et je trouve ma personnalité, qui je suis et la voie que j'ai envie de prendre et ce qui me passionne, finalement. En octobre 2023, je rentre en France, après 1 an passé, à Montréal. C'est important pour moi de suivre, ce que j'avais prévu. J'avais prévu 365 jours juste pour moi et c'est le moment de retrouver mes proches. Ils m'ont aussi manqué, mais quand on a passé les retrouvailles et les moments, sympas, la dépression repointe le bout de son nez. J'ai plus de projet. Tout ce qui a été, intense pendant 1 an s'est évanoui et finalement, je sais plus quoi faire. J'ai pas de travail, je sais pas ce que je vais faire. Alors oui, j'ai évolué, mais quand je retourne dans ma chambre, d'adolescente, j'ai l'impression de faire face à l'ancienne Elisa et qu'on va fusionner. J'ai l'impression d'abandonner, la nouvelle moi et qu'elle n'existera qu'au Canada et c'est difficile de les faire coexister et je passe des mois à souffrir, à ne pas trouver ma voie, voilà. Je suis presque au même point qu'il y a 1 an et je trouve pas la porte de sortie. Jusqu'au moment où, je décide de faire de cette expérience quelque chose de plus grand. Moi, je suis passionnée d'écriture depuis, petite et je commence à écrire, mon expérience. Je reprends mon journal intime parce que je tiens un journal intime depuis que je suis enfant et là, bah, toutes les années, j'en fais un nouveau et puis, bah, là, c'était un journal intime spécial Canada et je détaille un petit peu tout ce qui s'est passé. Ça me fait du bien de replonger dans tout ce que j'ai vécu, dans les batailles que j'ai gagnées parce qu'il y en a eu de nombreuses et donc j'écris petit à petit et c'est comme de l'art-thérapie. Je viens déposer sur le papier tout ce qui s'est passé et j'en suis reconnaissante et à la fois, je suis bienveillante avec tout ce qui s'est passé. Je suis bienveillante avec moi-même et je trouve que c'est une belle histoire et en l'écrivant, je le fais pas simplement pour moi, je décide de l'écrire pour les autres aussi. J'ai envie d'aider les gens. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des phobies, qui ont des peurs irrationnelles et qui ne vivent pas à cause de ça, qui s'enferment, qui ne vivent pas leur vie et je me dis que si je peux aider une seule personne avec ce livre, bah, je vais le faire et je vais le faire correctement. Donc je passe 1 an à écrire ce livre. Je romantise un petit peu, cette histoire. J'écris tout de A à Z, c'est libérateur. Ça vient, être, même encore plus puissant que cette année au Canada. Je le revis une 2e fois et je le revis d'une manière, intense. Cette expérience, c'était pas simplement 1 an. C'était pas un voyage, c'était pas des découvertes, autour de la neige, autour des aliments. C'est une découverte de moi-même, en fait. J'ai pu comme me prendre dans les bras et me dire que tout irait bien. Aujourd'hui, je me dis que si j'ai peur, c'est que j'ai quelque chose à y gagner. Mon mantra, c'est: «J'ai peur, donc j'y vais». C'est important d'apprendre à se connaître et de voir si la peur, peut être bénéfique ou si c'est un frein. Il y a des limites parfois, il faut pas, se mettre en danger, c'est important de prendre soin de soi, mais en vivant des choses, on écrase la peur et c'est ça le plus important et c'est pour ça que j'ai appelé mon livre «J'ai peur alors je vis».
venez d'écouter Transfert. Ce témoignage a été recueilli par Astrid Verdun. Transfert est un podcast produit par Slate. Direction et production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Chargée de production, Astrid Verdun. Chargée de post-production, Mona Delahaye. Prise de son, Johanna Lalonde. Musique originale, Arnaud Denzler. L'introduction a été écrite par Sarah Koskiewicz et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfert tous les jeudis sur slate.fr et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfert Club, l'offre premium de Transfert. 3 fois par mois, Transfert donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, c'est simple, rendez-vous sur slate.fr/transfertclub. Vous pouvez aussi vous abonner à notre newsletter, notre compte Instagram et rejoindre le Discord de Transfert. Toutes les informations nécessaires sont disponibles dans la description de l'épisode. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfert@slate.fr.